Je partirais du principe que tous ceux qui devaient arriver à midi sont là. Ceux qui vont joindre à nous, ben, il y en a plusieurs qui doivent être arrivés sur le point de manger. Fait que joignez-nous à vous, joignez-vous à nous avec grand plaisir. Je m'appelle Marie-Dominique Poirier. Je suis une des co-animatrices de la communauté expérience et des webinaires du midi. Je dois vous aviser aussi que cette rencontre-là est enregistrée parce que ça va nous permettre de la diffuser sur les plateformes d'unité soutien pour que les gens qui ne puissent pas se joindre à nous puissent l'entendre ou la regarder à leur choix. Après ça, je vous souhaite la bienvenue au nom de toute la communauté expérience à ce webinaire qui va porter sur la compassion et l'humanisme. Je suis patiente partenaire qui anime les webinaires. Puis aujourd'hui, c'est une grande première. On a changé de plateforme. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Fait que ça se peut qu'on ait des petits enjeux technologiques. À date, tout va bien, mais s'il y a quelque chose, je m'en excuse à l'avance. Je co-anime aussi avec Louis Loquette, qui est patient partenaire avec moi, et je vous présente nos deux personnes qui ont à grand cœur, qui ont accepté de venir avec nous ce midi. Nous avons la professeure Diane Gay, qui est en haut de mon écran, moi. Je ne sais pas où elle est vous, là, mais Diane, tu veux faire un petit bonjour, Bonjour. que les gens puissent au moins te reconnaître. Elle est professeure à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke et chercheure universitaire. Elle est aussi responsable de la thématique humanisme au Bureau de la responsabilité sociale de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche en sciences de la compassion. Juste à côté, Michel, est-ce que je peux te demander un petit peu que les gens te retrouvent? Michel Léon Lepage est patiente partenaire associée à la Faculté de médecine des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi membre de l'équipe humanisme au Bureau de la responsabilité sociale et patiente partenaire à la chaire de recherche en sciences de la compassion. Je vous signale aussi qu'aujourd'hui, Michel et Diane nous font une présentation qui va être une partie plus théorique, une partie plus participative, et à la fin, on va avoir une période de questions. Je laisse donc la place à nos présentatrices. Alors, merci Marie-Dominique, merci Monsieur Loquette de nous avoir donné cette belle opportunité de présenter sur l'humanisme et la compassion. Donc, ici, je vais passer rapidement. On a déjà été présenté. Donc, Michel et moi déclarons avoir beaucoup d'intérêt pour le sujet, mais aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel. Donc, bref rappel des objectifs à laquelle nous nous sommes engagés. Donc, on aimerait participer à voyons, ce webinaire-là afin de redonner à la compassion la place qui lui revient. Donc, ce qu'on souhaite faire avec vous, on va d'abord clarifier certains concepts clés et on aimerait partager quelques stratégies individuelles, relationnelles et organisationnelles qui nous donnent des leviers pour arriver à cet objectif-là de redonner à cette compassion-là cette place-là qui lui revient et qui je crois, on, on est dans un momentum assez particulier pour y faire place aujourd'hui. Donc, on procède habituellement au remerciement juste à la fin, mais Michel et moi, on souhaitait vous remercier déjà d'entrée de jeu, d'être là aujourd'hui, ce midi, partager un repas, partager une discussion. Donc, cette conférence-là, en fait, ce webinaire-là se veut davantage un atelier, une discussion comme c'était annoncé, plutôt qu'une conférence plus formelle. Donc, ici, donc, clarifions d'abord les concepts clés de l'humanisme et de la compassion. De quoi parle-t-on au juste? Donc, qu'entend-on par humanisme? Parfois, c'est un terme qui est beaucoup utilisé de différentes manières. On le définit parfois comme une attitude, comme une compétence, parfois d'autres comme une valeur, comme une attente, parfois aussi comme une obligation professionnelle. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peu de définitions qui sont consensuelles sur qu'est-ce que c'est que l'humanisme. On le veut tout, on souhaite de l'avoir, on le promouvoit, mais concrètement, comment on le définit, c'est quand même relativement ambigu pour dire quelque chose. Toutefois, ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature puis dans les écrits que je lis beaucoup, c'est que la pratique humanisme en santé, elle est beaucoup associée à deux termes qui sont récurrents, soit la compassion et la bienveillance. Quand on parle d'humanisme, on parle souvent de compassion. Puis la compassion, ben, c'est une preuve d'humanisme. Bref, on vous invite, en fait, ce sont les deux termes qui sont associés.
Alors, voyez avec l'image, je vous invite donc et j'espère que cette présentation-là va vous inspirer à semer autour de vous des graines de bienveillance. Donc, la compassion. On a parlé un peu d'humanisme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la compassion? Euh, Ce que j'ai pas dit au début, c'est que moi, depuis que je connais Michel, ma vie a tout à fait changé. Michel, elle a bonifié beaucoup ma façon de voir les choses, de faire de la recherche, de faire de l'enseignement. Donc, sa contribution, moi, je suis une infirmière de soins critiques qui avait une orientation et une perspective très hospitalo-centrée, alors que Michel me fait voir beaucoup de, des zones d'ombre où Les comment angles traduire? morts. Les angles morts, oui, les angles morts. Donc, bref, vous comprenez que moi, la perspective des patients, désormais, c'est central à ma pratique. Donc, ce que je vous présente ici, c'est une définition vraiment de qu'est-ce qu'est la compassion pour les patients. C'est une étude canadienne qui ont voulu théoriser la compassion selon la perspective des patients qui étaient en soins palliatifs. Donc, ils ont interrogé 53 patients qui étaient en phase terminale. Donc, il y avait un pronostic de moins de 6 mois avec des entrevues. Donc, eux nous ont comme illustré qu'est-ce que c'est que la compassion, mais ils ont vraiment pris soin de bien définir les trois concepts qu'on interchange tout le temps. Donc, pour eux, ils ont comme, ils ont comme illustré la compassion sur un continuum. Donc, ce qu'on nous encourage à faire, ce que moi je crois aussi, c'est de plutôt considérer la compassion comme un continuum plutôt que les opposer. Donc, ils ont d'abord commencé à parler de la sympathie. Pour eux, la sympathie, c'est une réponse qui est davantage fondée sur la pitié en situation de détresse vers autrui, qui se caractérise davantage par un effort instinctif de protection du soignant ou de l'intervenant plutôt que la compréhension de la personne souffrante. Donc, ce que eux nous ont vraiment dit, c'est que lorsqu'on fait preuve que de sympathie, en disant je suis désolée, oh, ça doit être terrible ce que vous vivez là, je ne peux pas imaginer ce que vous vivez en ce moment. Donc, lorsqu'on donne ce genre de rétroaction-là ou d'accompagnement, ces patients-là nous disent que ces réponses-là risquent plutôt de démoraliser la personne, de déprimer, même conduire à ce que l'autre soit plus apitoyé sur son sort. Les patients sentent que les patients sentent que les soignants sont plutôt distants, détachés, ils veulent se protéger davantage. Ça témoigne d'un manque de compréhension. Puis même lorsque c'est bien intentionné, c'est une réponse qui serait peu aidante pour eux. Donc, les patients ont vraiment bien distingué qu'est-ce qu'est la sympathie. Donc, contrairement à la sympathie qui nous propose plus une distance, les personnes qui font preuve d'empathie s'engagent dans une relation plutôt de proximité. La proximité émotive et cognitive, d'une résonance sur le plan, comme je dis, autant émotif que cognitif, qui reconnaît l'état de l'autre, mais tout en faisant une distinction avec son propre état. Donc, c'est vraiment d'être capable de partager d'être conscient, de bien comprendre qu'est-ce que l'état de l'autre et tout en faisant une distinction avec quel est mon état à moi. Donc, je comprends que cette situation est difficile pour vous. Donc, aidez-moi à comprendre qu'est-ce que cette expérience signifie pour vous. Donc, ça, c'est vraiment une façon de bien accompagner et de faire preuve d'empathie. Du côté de la compassion, c'est une réponse qui est plutôt vertueuse. C'est drôle parce que ça fait longtemps qu'on n'utilise pas ce terme-là, mais pour les patients, c'est une réponse qui est vertueuse, qui est une disposition intérieure de l'intervenant, dont la source, elle est motivée par l'amour, l'altruisme et l'action. C'est vraiment des éléments qui sont distinctifs de la compassion. Je comprends que vous souffrez en ce moment, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour soulager votre douleur? Que puis-je faire maintenant pour atténuer votre souffrance? Donc, c'est vraiment, ça l'invite les gens à être en mode action. Donc, ça l'implique nécessairement d'avoir déjà une compréhension profonde de qu'est-ce que la personne vit pour être capable d'accueillir celui de l'autre. Donc, ces patients-là nous disent aussi que ça exige un contexte relationnel qui est bienveillant, dans lequel celui qui offre et celui qui reçoit la compassion, bien, on est tous les deux gagnants. Donc, pour eux, la compassion offre un potentiel de croissance réciproque qui est profondément dévoué à la promotion et la dignité humaine. Donc, ce
c'est un peu ça qu'on voulait vous présenter comme distinction des termes à ce moment-ci. Donc, je laisserai la parole à ma collègue Michel pour vous présenter un peu à quoi connaît-on une personne humaniste et compatissante. On l'a vu qu'en théorie, même si c'est basé sur de l'expérience, on a vu qu'est-ce que ça veut dire en théorie, mais concrètement, au quotidien, à quoi reconnaît-on la personne humaniste et compatissante? Alors, je vais vous inviter tout de suite à ouvrir votre petit onglet chat qui est en bas ou conversation et de d'écrire un mot qui pour vous représente, c'est quoi une personne humaniste ou compatissante? Vous devez sûrement avoir des exemples en vous, là. C'est-tu quelqu'un qui sait écouter? Puis là, vous allez écrire vos mots, puis au fur et à mesure, vous allez les écrire. Ça se peut que quelqu'un écrive plus vite que vous, puis vous vous dites, ah, ben c'est ce mot-là que je voulais écrire. Alors, tout de suite, on peut aller mettre il y a un petit bonhomme en dessous, vous cliquez dessus, puis ça vous donne un icône comme je vais faire, puis vous pouvez choisir l'icône que vous voulez. Alors, on va descendre. Moi, je vais prendre ça en note, puis on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je vous donne quelques minutes pour le faire. Alors, fait que des mots, là, des qualificatifs qui représentent les... je vous donne quelques secondes. Et vous, puis si vous voyez un mot que vous vouliez mettre, n'hésitez pas à y rajouter un petit icône. Moi, je ne les vois pas, Michel. Peux-tu m'en dire quelques-uns? Ça me nourrirait un petit peu en ce Ben, moment. si tu rouvres ton chat, tu vas les voir. Alors, je vois écoute, bienveillante, authenticité, personne en relation vraie, ouverture, quelqu'un Ben qui oui, sait ben se oui. mettre à la place de l'autre, à l'écoute des besoins. Et là, on voit que l'écoute des besoins, c'est quelque chose qu'on retient. Euh, le Dalai Lama. Mhm. Alors, ben voilà. Alors, on va continuer, mais merci de participer. C'est intéressant. Vous voyez que a du temps, est disponible, bienveillante. Alors, on va continuer là-dessus, puis je vais vous revenir là-dessus un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour cette participation. C'est vraiment inspirant de voir les termes qui ont sorti, puis moi, ça résonne évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est que humanisme et compatissant? Donc, parmi les stratégies individuelles, donc pour nourrir, pour développer, euh, pour démontrer de l'humanisme et de la compassion, mais on va voir vraiment l'autocompassion comme étant une des premières clés, je pense. Donc ici, je vous ai présenté cette image-là parce que je pense que les compagnies aériennes ils ont compris quelque chose que nous, on devrait comprendre aussi, de prendre soin de soi d'abord. Euh, et parfois, ça peut, puis je veux vraiment mettre ça d'entrée de jeu, c'est pas être égoïste que de penser de soi avant. C'est vraiment de prendre le temps, le soin de prendre soin de soi comme soignant. Ça nous met dans des dispositions d'accueil. Donc, on a tout intérêt à travailler sur soi d'abord pour vraiment mettre les bases sur un accompagnement et puis vous rejoindre un peu tous les termes que vous avez mentionnés. Donc, le pouvoir de l'autocompassion. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas trouver un meilleur moment que de parler d'autocompassion en ce moment. Puis je pense que de manière informelle, un petit peu avant le début de la présentation, on parlait comment c'est difficile dans les milieux cliniques, comment que on est témoin en ce moment là, d'une souffrance au niveau du personnel, puis au niveau des patients. On est parfois témoin d'inconduite, on est témoin aussi de manifestations d'exacerbation, de, non, excusez, des, des- d'être témoins de comportements qui sont tout à fait inacceptables, que ce soit de la part de nous, entre collègues ou entre les patients et les familles.
Donc, je pense que le pouvoir de l'autocompassion, quand on parle d'autocompassion, ce qu'on souhaite, de quoi on parle, c'est vraiment la capacité de la personne à se laisser toucher par sa propre expérience, sa propre vulnérabilité, sa propre souffrance. Donc, c'est une pratique dans laquelle on apprend à être un bon ami pour nous-mêmes, surtout lorsqu'on en a le plus besoin. Euh, Elle nous apprend aussi à être un allié intérieur plutôt qu'un ennemi intérieur. On a souvent cette petite voix qui nous dit, ah, on n'est pas bon, on n'a pas bien agi, ou il me semble que c'était pas une bonne journée. Donc, d'être capable de faire de se laisser, de se permettre d'avoir des moments, puis pour être un ami, de laisser en fait, de substituer notre voix autocritique pour se donner une voix plus compatissante dans ces moments-là. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est souvent, je vous invite à vous mettre dans une situation dans laquelle vous avez accueilli l'expérience d'une autre personne, soit un patient ou un membre de votre famille, un ami. Puis, dans quelle mesure on est disposé à accueillir cette expérience-là et de comparer à comment on accueille notre propre expérience. Est-ce qu'on se traite de la même façon? Être bienveillant envers soi autant qu'envers l'autre. Donc, quand on parle d'autocompassion, il y a souvent trois grandes composantes qui sont associées. Donc, il y a la pleine conscience, la bienveillance envers soi et l'humanité commune. Quand on parle de ces trois composantes-là sont séparables, varient pas de manière cohérente, mais ils s'inter-influencent mutuellement, puis en fait, ils peuvent avoir ça peut être à géométrie variable selon la situation, mais clairement, ces trois éléments-là vont influencer notre comportement. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment de porter intentionnellement attention aux expériences que je vis, comment je me sens aujourd'hui, mes émotions, mes pensées. Donc, puis ça, c'est quelque chose d'intentionnel, mais ça, c'est dans le moment présent, sans porter de jugement de valeur. Donc, d'être capable d'arriver à s'offrir ce cadeau-là que de prendre conscience de ça. La, la bienveillance envers soi, c'est un peu ça qu'on disait, donc d'accueillir l'autre de s'accueillir de la même façon qu'on accueille l'autre. Donc, ça nous amène aussi à considérer tout ce qui est de l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Il y a de la place pour nourrir cette intelligence émotionnelle-là qui nous amène à vraiment de bonifier la façon dont on s'exprime, qu'on se perçoit, qu'on établit nos relations. Finalement, l'humanité commune, donc c'est vraiment de réaliser que tout le monde en est appelé. Il n'y a personne qui peut se prémunir contre la vulnérabilité. C'est une condition humaine. Mais quand on en prend conscience, ça nous permet d'entendre celle de l'autre, de se laisser atteindre par la situation de l'autre et de vraiment de l'accompagner. Donc, l'idée, c'est vraiment, donc, tous les êtres humains sont des œuvres imparfaites en évolution. Tout le monde échoue, fait des erreurs, éprouve des difficultés dans la vie. Donc, c'est vraiment une façon de dire, bon, ben, moi, je suis peut-être en position d'aider, mais il est aussi possible que moi aussi, à un moment donné dans ma vie, je vis des vulnérabilités. Puis de le transformer en force plutôt que d'en être un obstacle. En fait, Diane, ce que tu dis, on a besoin d'être bon envers soi. Envers soi-même. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et ça nous met tellement dans un espace de proximité émotive, de proximité envers qu'est-ce que l'autre vit. Et on est en meilleure position d'accueil également. Donc, dans nos stratégies plus relationnelles, on avait le goût, Michel et moi, de partager notre étude. On a fait une étude, j'assumais la direction scientifique d'un colloque sur la compassion en 2022. Puis j'avais le goût de mettre la voix des patients à l'avant-scène. Donc, on a donc élaboré un projet de recherche qui visait vraiment à faire définir. Je voulais comprendre le patient, comment lui, il définit la compassion et qu'est-ce que ça lui faisait sentir. Donc, on avait deux éléments, deux objectifs. On amenait les personnes en disant, mettez-vous dans une situation dans laquelle, pensez à une situation dans laquelle vous avez reçu de la compassion, puis qu'est-ce que ça vous a fait qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Et la même chose lorsque vous avez
été dans une situation dans laquelle vous estimez ne pas avoir reçu de compassion ou un manque de compassion, puis qu'est-ce que ça vous a fait sentir? Donc, on s'est inspiré pour ce projet-là. J'imagine que vous le connaissez, le continuum de l'engagement des patients. Donc, on peut les informer, consulter, collaborer et être en partenariat. Vous vous doutez bien qu'avec Michel, notre projet était ici en enseignement et à la recherche. Donc, on a fait vraiment la co-construction au niveau des programmes. La co-enseignement, elle a été impliquée, vous allez le voir, à toutes les étapes de la recherche. Donc, elle a d'abord dû se soumettre à la certification éthique. Donc, elle a fait les examens, elle a eu sa certification éthique pour être co-chercheur. Elle a participé au choix de la thématique, rédigé le protocole. On a conçu ensemble les outils de collecte et a co-animé les focus group. Dans les groupes de discussion focalisés avec les patients, on a procédé à la co-analyse, la diffusion des résultats. On a présenté ensemble dans des congrès nationaux, puis même international, je vous dirais. J'ai porté sa voix. Je ne l'ai pas amené avec moi partout, mais j'ai porté sa voix partout. Donc, c'est un peu ce projet-là qu'on voulait mettre de l'avant pour vous présenter aujourd'hui. Donc, on a fait 2 focus group. Donc, on a eu 12 patients qui nous ont partagé leur vécu et qui ont répondu à cet appel. Donc, Michel a le privilège de vous présenter les résultats de ce projet. Alors, prochaine diapo. Oups, il y a quelque chose qui vient de popper. Ah, OK. Non, ça ne marche plus. OK. Alors, je vais mettre comme ça pour commencer sur le manque de compassion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous rentrez dans le bureau du médecin. Bonjour, madame, asseyez-vous, je vous reviens. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? En tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu, puis je voulais introduire un peu le manque de compassion avec cette image-là qui, à l'époque, moi, m'avait marqué énormément, au point où j'avais dû dire au médecin, ça me ferait du bien que vous vous tourniez puis vous me regardiez un petit 30 secondes, mais juste que je sache que vous êtes là. Alors, je reviens à nos résultats de focus group. Manque de compassion. Vous voyez les mots qui sont écrits là, ces mots-là reviennent de l'analyse des discussions qu'on a eues. Racisme, négligence, manque d'écoute, manque de respect, manque de reconnaissance, c'est fort ça. Jugement, poser des gestes négatifs, l'évitement, culture et les commentaires désobligeants, ça on l'a entendu, et agisme. Je vous donne des exemples de phrases qu'on a retenues. La première, c'est je ne suis pas une étiquette, je suis une personne. Ça, c'est quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital pour un problème physique, mais qui était suivi en santé mentale. Alors, tout de suite, elle s'est sentie étiquetée. On n'était pas trop à l'écoute de son besoin physique, mais elle nous dérange, est en santé mentale. L'autre personne, c'est qui était sobre depuis des années, qui est rentrée à l'hôpital aussi pour un problème d'ordre physique. Dès qu'ils ont entendu toxicomanie, pouf, le jugement est arrivé, puis là, je venais de perdre tous mes droits. Il y avait un préjugé et je paye encore. Et l'autre exemple, c'est ça s'adresse peut-être plus à des gens de ma génération, mais qui est pour moi très réducteur, puis qui venait me chercher. Puis ça a sorti dans le focus group, ça résonnait chez moi, où ça disait oh, ma petite madame. Puis là, ils viennent de nous diminuer, puis en plus, ils t'expliquent des affaires comme si on connaissait rien. Alors, puis je vais vous rajouter un autre exemple qu'on n'a pas inscrit là, mais qui est sorti dans les focus group. C'est une patiente qui est à l'urgence, qui est sur la civière. Le préposé arrive avec l'infirmière pour changer son drap ou je ne sais quoi. Et tous les deux ne s'adressent jamais à la patiente. Ils parlent de leur fin de semaine, comment ça a été, puis toi, comment ça a été, puis échangent sur leur fin de semaine. Et là, le médecin arrive sur les lieux, puis il dit à l'infirmière, bon, qu'est-ce qu'elle a à la patiente, comment elle va, comment... Et la patiente couchée sa civière, qu'on ignorait depuis longtemps, dit you, moi, je suis là, vous pouvez me parler, moi, vous dire comment moi je me sens. C'est pas à l'infirmière, c'est à moi que vous devriez parler. Alors, ça, c'est un exemple de manque de compassion.
Et là, à ce moment-ci, j'avais envie de vous demander, avez-vous le goût de nous partager un exemple ou deux de manque de compassion que vous avez pu vivre dans votre vie? Oui, Monsieur Legris? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je m'excuse, moi, c'est plutôt un commentaire positif. C'est pas de... J'aimerais juste citer deux phrases. C'est un philosophe. Ça représente vraiment ce que vous faites, puis c'est extraordinaire. C'est Léon Tolstoï qui disait ressentir la douleur, c'est être vivant. Ressentir la douleur des autres, c'est être humain. Donc, vous deux, vous êtes des êtres humains exceptionnels. Merci d'avoir fait ça. Moi, personnellement, je me considère chanceux. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là, mais mon Dieu, qu'en tant que proche aidant, je vis ça. Mais vous êtes des êtres humains super bienveillants. Merci. Je n'ai pas de commentaires Merci. négatifs. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Madame Oui. Vigneault? Ben, votre présentation me touche vraiment beaucoup. Ben, j'étais une infirmière aussi de soins critiques. Puis même si nous, on a des connaissances quand tu es vulnérable toi-même comme personne, moi, mon médecin, je pense qu'il répond à peu près à toutes les lignes, là, manque de compassion, manque de reconnaissance. Donc, tu sais, t'arrives avec un problème, ah ben apprends à faire de l'exercice, ah, apprends à manger mieux, ah, apprends à perdre du poids. Puis 5 ans plus tard, tu trouves pourquoi que tu avais autant de problèmes de santé. Donc, tu sais, l'ignorance, pas écrire les bonnes choses sur les requêtes en te disant que c'est probablement relié à un problème de santé mentale sous-jacent. Donc, parfois, puis c'est dur à mettre les mots parce que tu te sens très vulnérable d'aller voir, tu sais, puis c'est dur de changer de médecin de famille, là, mais ouais, moi, c'est mon combat d'aller voir Moi, mon médecin de famille. ça me parle beaucoup, Madame Vigneault, ce que vous racontez, parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Moi, je ne suis pas une patiente, je suis une proche aidante qui a perdu son mari il y a quelques années. Et c'est comme ça que j'ai été introduite à la faculté en tant que proche aidante. Et ce que je vous ai décrit, je l'ai vécu, là, l'histoire de rentrer dans le bureau du médecin, puis de voir son profil, puis d'avoir besoin qu'il me regarde, puis qu'il me parle. Ce que vous décrivez aussi, on l'a entendu à travers beaucoup nos focus group. Oui, Puis j'inviterais Diane peut-être. ouais, ben merci pour ce témoignage-là. Je trouve que c'est très parlant, puis ça vient me chercher moi aussi, puis on sent comment c'est encore vif. Je ne sais pas ça fait depuis combien de temps, mais ça vient, Ah, ça c'est teinte. très d'actualité, mais tu vois, la Ouais. dernière fois, il a dit, laissez l'infirmière parler parce que j'y avais déjà parlé. Puis c'est elle qui va me dire comment vous allez. Puis là, elle faisait Oh, des erreurs dans mon récit. Puis là, j'ai dit, je peux-tu au moins corriger quand elle dit pas les bonnes choses? Tu sais, fait qu'il regardait que ouais. l'infirmière, là. Puis j'ai beau être une personne forte dans mon travail, mais quand je suis assise avec lui, là, je perds tous mes Perdre moyens. les moyens, ben c'est ça. Madame, Bonjour Marie-Pierre, je vais te laisser parce que je vais te laisser la parole avant de passer à l'autre. Oui, ben merci Diane. Ben effectivement, tu sais, c'est percutant. Puis en même temps, bien, je fais de l'autocompassion à moi-même comme infirmière à différents niveaux dans ma vie là. Et je dois dire qu'il y a des moments dans ma vie que probablement que j'étais en manque de reconnaissance, en manque de Hmm. respect envers le patient qu'il y avait de l'évitement parce que je n'étais pas en mesure d'accueillir la souffrance de l'autre, que j'avais des défis, une souffrance moi-même qui faisait que j'étais en mode de survie, en mode, ben, c'est ça, en mode survie, puis j'avais comme bien en masse à gérer mon moi-même et puis je voulais pas nécessairement nuire à l'usager aussi. Tu sais, c'était pas ça mon but en me levant le matin en disant, hey, ce matin, je vais faire de la peine et je ne serai pas à l'écoute des patients. Euh, fait que je pense que c'est important, c'est la notion de l'autocompassion là-dedans. Oui, ces études-là nous permettent de dire, oh boy, tu sais, j'ai un impact majeur sur le patient, puis de ramener le patient au cœur de, ben, de mon rôle à moi. Mais il y a la partie dans l'autocompassion, il y a
la pleine conscience. Donc, le prendre conscience, je pense que c'est ça que ça l'amène. C'est de dire, Oui. OK, où est-ce que je suis présentement? Est-ce que oui, je t'en manque d'écoute, mais pourquoi je t'en manque d'écoute? Qu'est-ce qui fait que je t'en manque de respect? Est-ce que je suis dans un pattern de rumination et tout ça? Fait que c'est cette partie-là, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, puis de retrouver ce pouvoir d'agir-là envers les patients, puis ce contact-là qui nous anime tous, selon moi, Mhm. là. Fait que, mais c'est ça. Donc, on Ben, voit les merci. voilà. Oui, merci Marie-Pierre. C'est super intéressant. Puis en fait, là, on ne l'a pas présenté parce qu'on est coincé un peu dans le temps, là, mais c'est quand même quelque chose qui est sorti. Les patients nous l'ont dit aussi, que parfois, eux, il y avait de la compassion envers les soignants. C'est que ça ne doit pas être évident tout le temps. Donc, il y a comme une espèce, quand on parle d'une responsabilité partagée, c'est de reconnaître que oui, je peux être exigeant, moi, en tant que patient. Je reconnais que ça peut ne pas être facile aussi. Donc, merci pour ce beau témoignage-là. Puis, je veux dire, c'est ensemble qu'on va améliorer les soins, là, je pense. Donc, Pense qu'on va aller à ici, là, on diapo vous a suivante. parlé vraiment sur qu'est-ce qu'ils ont défini, mais maintenant, comment ils se sont sentis, ces patients-là? Alors, vous voyez que quand on a fait faire les nuages de mots à la lumière des émotions qu'ils ont ressenties, on voit deux mains. On a fait exprès pour choisir ça, pour dire, wow, c'est ici que ça s'arrête. Parce que l'effet que ça a eu sur les patients, c'est qu'ils étaient en colère, il y avait de la frustration. Il y en a qui ont dit qu'il y a une perte d'estime d'eux-mêmes, qui se sentaient sous-humains, tristesse, perdus, blessés, vulnérables. Alors, vous voyez à la lumière de ces mots-là, puis je lis dans le chat à côté des exemples de gens qui ont vécu des choses assez tristes. Puis l'effet que ça a eu, ça, c'est une patiente qui était alitée, puis qui levait la main, puis tout le monde passait devant elle, puis la négligeait ou il répondait pas. Elle a dit, je me suis sentie pas humain, dépréciée, sous-humain, dévalorisée, dénigrée même. Puis, à une autre patiente qui est en chaise roulante puis qui avait une condition à sa jambe, le médecin lui dit, ben, de toute façon, on s'entend que votre jambe ne sert plus à rien, on pourrait bien l'amputer. Et voilà. Ouais. Je pense Mais que ça se ça passe. frappe l'imaginaire. Oui, oui. Ça frappe l'imaginaire. Là, je voudrais revenir rapidement sur le commentaire de Madame Doucet qui parle le comportement de leur adhésion au traitement et aux conseils sont tellement différents. Je prends juste cette dernière phrase-là. Puis, Madame Doucet, je vais vous revenir un petit peu plus loin. Je vais vous parler de ça parce que vous allez être intéressé par ce qui s'en vient. Intéressant, les commentaires. Vraiment, on Oui, apprécie là, beaucoup, l'approche beaucoup. paternaliste, condescendante, top-down. Oui, Oui, plusieurs puis, ils nous mais l'ont dit. particulièrement, Madame Doucet, je vais vous revenir avec quelque chose qu'on a noté. Euh, Faire preuve de compassion maintenant. Alors, on va s'en aller sur quelque chose d'un petit peu plus positif. La valorisation, la responsabilité qui est partagée, la reconnaissance, la proximité, l'engagement, égal à égal. Voyez-vous que égal à égal, c'est le top. Considération, confiance, l'accompagnement. Alors, ça, c'est dans ces exemples-là, on a eu, c'était des gens qui étaient avec leurs proches qui étaient en fin de vie, là. Elle s'est amenée au niveau du patient et m'a touchée. Le non-verbal, puis simplement ce qu'elle a dit, elle a reconnu ma souffrance. L'autre exemple, l'autre phrase qu'on a eue aussi, c'est elle est sortie du cadre de ses compétences médicales et elle est allée dans les compétences humaines. Madame Labbé, ça allait un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure. Et l'autre phrase qu'on a retenue, elle est assise et s'est retournée pour parler. Nous faisions équipe. Et là, on va s'en aller tout de suite à l'autre diapo parce que je vais faire des liens là. Alors, voyez-vous que les sentiments que ça a éveillé, ça a empathie, miser sur les forces, l'ouverture, l'amour, outiller. Et si je vais avec les mots que vous avez écrits tout à l'heure dans le chat, où on retrouve à peu près les mêmes mots, authenticité, authentique. Voyez-vous, authentique, ça ressortit trois fois, bienveillante, disponible,
écoute de ses besoins. Alors, tout ça, c'est des actions qui mènent vers ces sentiments-là. Et là, Diane, tu peux mettre, et voilà, en réponse à Madame Doucet. Prendre 40 secondes fait toute la différence, ça humanise. Alors ça veut dire que si le médecin s'arrête 40 secondes, c'est pas long ça, 40 secondes, c'est même pas une minute, hein? S'il prend simplement 40 secondes pour se retourner, regarder et dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, et voilà, ça ramène à ce que Mme Doucet disait, que si le médecin regarde ses enfants, leur comportement et leur adhésion au traitement et au conseil est tellement différent. Et c'est exactement ce que cette recherche-là du 40 secondes a prouvé. Et pour clore ça, ce qu'un de nos patients a dit, prendre le temps, ça donne une couleur à la relation. Et ça, pour moi, ça illustre tellement bien. C'était vraiment touchant, cette expérience-là. Je ne sais pas si on a le temps, Diane, de demander aux gens Ouais. de nous Ben, donner. je sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir. Fait que c'est bon comme J'ai ça. l'impression que ça vient rejoindre pas mal qu'est-ce qu'ils ont donné là, comme premier mot. Oui, Ces patients-là, et c'est eux, on leur avait demandé la même question que vous, de mettre des mots-clés. Donc, c'est un peu comme ça qu'on les a construits. Donc, c'était quand même assez percutant de voir la différence, mais c'est surtout d'aller chercher le côté émotif. C'est que c'est non seulement on le définit, mais ça nous fait vivre des choses qu'on doit. Et cette étude-là, on l'a présentée lors d'un colloque dans lequel les soignants étaient présents. Et ça a eu quand même un impact assez important, assez significatif pour les soignants qui sont inscrits dans un développement professionnel continu. Donc, ça a été quand même assez intéressant. c'est bien reçu, oui. Ouais. On voudrait vous parler aussi rapidement, avant de passer à la période de questions, des stratégies plus organisationnelles de l'humanisme et de la compassion. Donc, on voudrait vous parler ici de la clé, un petit peu la clé de la diversité, un peu là, d'être capable d'accueillir l'autre dans toute sa différence. Donc, c'est le leadership compatissant et inclusif. Donc, comme on disait, on est souvent dans. En ce moment, il y a des gens qui nous parlent des milieux toxiques, des mini-agressions dans lesquelles ils sont familiers, là. Donc, le leadership compatissant et inclusif, ce que ça nous dit, c'est que ça appartient pas juste à une personne. Il faut que c'est un projet comme collectif et que l'organisation dans laquelle on évolue, elle a cette part de responsabilité-là aussi. Ce type de leadership-là, c'est quand même relativement peu connu, je dirais, au Québec. On commence à en parler, mais il y a quand même une vague mondiale là, sur le leadership compatissant. Donc, c'est composé à peu près de 6 dimensions essentielles. Donc, la partie compassion, on en a parlé, c'est la première composante. L'ouverture et la communication, donc d'être capable de bien communiquer nos ressentis, notre expérience. Le bien-être physique et mental, souvent on les oppose, il faut que ça soit quand même une entité. L'inclusion, donc on est aussi dans un moment où est-ce qu'on parle beaucoup d'EDI, équité, diversité, inclusion, donc ça soutient aussi ça. L'intégrité, le respect et la dignité humaine. Donc ce leadership compatissant-là valorise la diversité, donne la voix à tout le monde qui sont impliqués dans les soins, les patients, les familles, les soignants, mais aussi les dirigeants. Il faut que tout le monde soit dans dans le même projet pour vraiment euh, offrir un environnement dans lequel l'expérience elle est positive pour chacun des membres, dans laquelle chacun se sent, il y a un sentiment d'appartenance, se sent autonome, se sent soutenu, apprécié. Ça permet de nourrir l'engagement, le bien-être psychologique de tous. Donc, c'est vraiment euh, euh, un volet qu'il faut en ce moment au Québec travailler aussi pour mettre ces valeurs-là au niveau de l'institution. Ça ne peut pas relever seulement sur les épaules des employés, des patients. Et donc, il faut vraiment que ça monte au niveau organisationnel. Donc, inclure la compassion dans les valeurs institutionnelles. Donc, clairement, s'afficher comme étant une institution compatissante avec des valeurs qui soutiennent. Donc, d'insuffler à l'organisation des nouveaux membres,
sais, quand on embauche des nouvelles personnes, ça soit clair. Ici, on va travailler, on promouvoit la compassion. Comme on dit, ça renforce la satisfaction de compassion. On parle beaucoup de fatigue de compassion. Je pense qu'on aurait comme intérêt en tant que société à travailler sur qu'est-ce qui rehausse la satisfaction de compassion plutôt que d'essayer de diminuer les risques et de travailler lorsque la fatigue de compassion ou la souffrance empathique, que ce que moi je pense un petit peu plus. Donc, améliorer et restaurer le bien-être des employés, des patients, des familles. Donc, transformer la gestion des ressources humaines en gestion humaine des ressources. Je pense que c'est ça la clé. Donc, d'être capable de ne pas gérer les gens, mais de vraiment travailler avec les gens pour être en mesure d'offrir des milieux de soins dans lesquels la compassion, elle est non seulement valorisée, elle est promue, mais elle fait partie des valeurs de l'institution. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs exemples aussi dans la littérature, puis là, ça dépasse un peu aujourd'hui, là, mais il y a les genres de débriefing. Hein. Il y a des débriefings lorsqu'il y a des incidents critiques, mais aussi il y a des genres de débriefing réflexifs qui existent aussi, qui s'appellent les Schwartz Rounds, qui valorisent vraiment le débriefing de l'expérience. Et là, ça ramène un peu l'humanité commune. C'est qu'on a tous vécu une expérience, puis parfois, on aurait probablement intérêt à valoriser puis faire des débriefings quand ça va bien. On réserve toujours les débriefings quand ça va pas bien, puis on est toujours en mode solution, en mode résolution de problème, alors que de discuter d'une situation clinique, soit de la fin de vie, soit d'une problématique familiale. Donc, d'être capable de débriefer ensemble et de mélanger vraiment les soignants, les patients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à promouvoir. Il y a certains programmes aussi qui s'appellent le No One Dies Alone, donc personne meurt tout seul. Donc, personne meurt seul. Donc, c'est un programme qui met à profit un système de bénévolat, s'assurer que les gens ne meurent pas tout seuls. Et il y a aussi d'autres éléments que je pourrais vous parler dans un autre moment. Donc, c'est un peu ici, excusez, là, j'ai des partout disparaître. Donc, les messages clés, excusez, quelques références, messages clés. Donc, redonner à la compassion la place qui lui revient, mais c'est un projet qui est collectif. Je pense que chacun d'entre nous, on a une petite part à faire dans ce projet-là. Donc, la compassion, c'est un puissant potentiel de croissance et d'humanisation des relations pour celui qui l'offre et pour celui qui le reçoit. C'est un moyen, l'humanisme et la compassion, c'est un moyen de réaffirmer notre engagement envers soi et envers l'autre. Donc, Michel et moi, on vous remercie sincèrement pour cette participation-là et on serait prêt pour vos questions. Je vais inviter Louis à vous expliquer comment ça fonctionne pour les questions, parce qu'on a des gens que c'est la première fois toujours, fait qu'on fait toujours un petit rappel court. Fait que Louis, je te laisse la parole. Oui, d'accord. Alors, on arrive à la période de questions. Pour le confort de nos invités, si vous pouvez ouvrir vos caméras, ce serait plus agréable s'il y en a qui l'ont fermé entre-temps. Pour les questions, c'est très simple. Vous pouvez poser vos questions vous-même ou si ce n'est pas possible, vous pouvez les mettre dans le chat et nous nous chargerons de les poser pour vous. Euh, pour que le plus de personnes possible puissent poser leurs questions, on tente de rester bref. On ne parle pas trop de situations personnelles et pour commencer, on va se limiter à une question par personne. Si on a le temps, on va faire un deuxième tour avec plaisir. Et si vous permettez, ben moi, j'aurais un commentaire d'abord en remerciant nos deux personnes qui ont présenté ce sujet très intéressant qu'est la compassion. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de compassion, ou j'ai lu là-dessus, c'était dans le livre du Dalai Lama, Le sens de la vie. Ensuite, j'ai eu le plaisir d'écouter une vidéo du docteur Stephen Tresiak Oui. qui va dans le même sens que vous, qui parle du peu de temps que ça peut prendre pour exercer de la compassion, puis il parle des bienfaits aussi, euh, à la fois sur le patient, l'effet sur le patient, sur le soignant également. Ça peut même éviter des burn-out et Ouais. convaincre la personne qu'il est en train de vraiment aider un être humain. Et également, ça a un effet positif sur les coûts. Alors, ce que je trouve très intéressant dans votre présentation, c'est les solutions
que vous exposez pour inviter les gens à faire preuve davantage de compassion. Parce que, je ne veux pas faire de politique, là, mais on a des personnes comme Elon Musk qui dit la faiblesse de la civilisation occidentale est l'empathie. Alors, il y a ces messages contradictoires-là qui viennent d'individus plus ou moins Hum, recommandables et hum, honnêtement, on se demande pourquoi l'humanité s'éloigne de l'empathie et de la compassion parfois. Et vous avez des solutions ici, je pense, qui peuvent amener les soignants à avoir davantage de compassion envers les patients. Alors, on peut prendre une première question, si vous voulez. Il y a Patrick qui a levé la main. Oui, Patrick? moi, ça va être rapide, Louis. Salutations à tous les collègues. Bravo. Moi, je trouve ça super génial. J'aimerais juste dire qu'il y a un endroit où on peut vraiment faire une différence. Et là, je parle du temps d'attente. Les proches aidants, les patients sont dans les salles d'attente. Je vous dis juste que le cerveau humain génère 80 000 pensées par jour. 80% sont négatives et non constructives ben oui. dans un cerveau moyen. Alors, imaginez être assis dans une salle d'attente à l'hôpital. C'est 100%. Donc, moi, je commence le cours avec euh, Stanislavski à l'université, avec tous les nouveaux professionnels. Je leur fais jouer 10 secondes le rôle de patient dans une salle d'attente. Juste pour qui se mettent à la place. Et là, je fais le tour de tous les futurs professionnels. Ils ont tous des sentiments, des pensées négatives. Donc, ça, c'est un moyen de sensibiliser nos Hum, professionnels, nos futurs professionnels. L'autre chose, la question que je vais vous poser, c'est on est dans un gros virage technologique. On s'en va vers des soins virtuels. On a un problème de littératie en santé, le niveau secondaire 3 à peu près. Et imaginez-vous avec une population vieillissante, puis des gens, puis des proches aidants, puis des patients qui sont plus vieux, mais qui n'ont pas la dextérité au niveau de la nouvelle technologie. Donc, je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet-là en lien avec la bienveillance, la proche aidance, l'aspect de transition numérique de notre réseau. Il va y avoir beaucoup de formations, je crois, à faire pour les hum, projets aidants, pour les patients qui sont vieillissants, puis on n'est pas nés, nous autres, avec un cellulaire dans les mains. Mais quand je vois un petit enfant de 2 ans qui swipe sur un cellulaire, mais il ne sait pas lire, puis il ne sait pas écrire, mais il est meilleur que moi sur un cellulaire, on ouais. s'entend qu'on a un problème vers les soins virtuels. Fait que ma question, avez-vous un aspect pour vision moyen, long terme en lien avec la transition numérique? Merci, je sais que c'était long, mais merci. Non, c'est bon. Ben, je vous dirais qu'au Bureau de la responsabilité sociale, on vient tout juste de terminer une série de forums citoyens. Et le forum citoyen qu'on a fait à Saguenay portait précisément sur la littératie en santé. C'était vraiment quelque chose le message a été haut et fort et très bien entendu qu'il y a un besoin. Donc, on va se pencher, en tout cas, à l'Université de Sherbrooke, au Bureau de responsabilité sociale, il va y avoir un rapport, il va y avoir des suites à ça. Euh, J'aimerais ça vous dire, ben voilà, c'est ça. J'aimerais ça vous donner une réponse simple, mais la question, elle est très, très large. Elle est extrêmement pertinente. Et moi aussi, je vois un danger de perdre l'humain à travers ça. Et tout à fait. Il y a clairement des bénéfices, euh, mais je pense il faut garder une vigie sur la relation. L'humain, euh, je pense que l'humain se rend compte parfois la valeur de quelque chose quand on l'a pu. Et là, on est en période post-pandémique. Et moi, s'il y a quelque chose que j'espère qu'on a retenu socialement et mondialement, c'est la valeur de la relation. Qu'est-ce qu'on a manqué dans la pandémie? C'est la relation. On était isolés, puis je veux dire, il y a des choses tu sais, mondialement, on a passé à côté de l'importance de la fin de vie. Ça, c'est quelque chose on a juste manqué ça, là, au Québec aussi, là, au niveau de la relation, parce que là, on a vraiment, vraiment manqué le bateau pour l'accompagnement de la fin de vie en pandémie. Mais moi, je Euh, termine avec 3 mots en disant formation et oui, compréhension pour ben oui, assurer une meilleure fluidité. C'est tout à ça. fait. Je parle plus. Merci. Merci. Merci pour la question, merci pour la Merci. réponse. Le temps file, c'est incroyable, ça Ben va oui. trop vite. On va prendre une dernière question, malheureusement, de Marie-Pierre Labbé. Oui, ma question
en lien avec la notion de la spiritualité, parce que ce qu'on voit, puis même dans les différentes postures, tu sais, la posture d'expert est très rassurante pour le professionnel là, de la santé, tu sais, de savoir qu'est-ce qui est bon pour le patient, d'avoir des connaissances, de nommer qu'est-ce qu'on sait, de les guider, de les diriger. Effectivement, il y a des moments que oui, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu prends un médicament, je te prescris quelque chose, là, mais cette posture-là, tu sais, plus d'accompagnement, puis de la spiritualité, dans tout son grand mot là, de spiritualité, de dire, ben le mystère de la vie, il est là. T'sais, fait qu'on n'aura jamais toutes les réponses, puis je pense que le partenariat est important, mais de former, je ne sais pas si cette partie-là, ça avait été ressorti dans vos études, là, cette partie-là de dire, ben si je prends le temps sur une zone que je ne sais pas, d'ouvrir aux patients, ça me met dans une zone de vulnérabilité, d'inconfort, de ne pas savoir. Et ça fait peur pour beaucoup. Fait qu'il y a aussi, je pense, cette notion-là de faire de l'enseignement là-dessus et de normaliser ça auprès des professionnels, que de ne pas tout savoir, c'est correct aussi, puis de pouvoir le nommer. Puis moi, je trouve que ça fait partie de la spiritualité pour moi de ne pas savoir tout. C'est comme il y a le mystère de la vie, mais de voir l'autre dans son potentiel, puis de voir le mien, puis en disant, ben, ensemble, on va travailler en équipe. Là. Bref, je m'aperçois que je n'ai pas vraiment de questions, là, mais en même temps, c'est une Mais réflexion c'est une belle que je fais. réflexion. C'est une belle réflexion. Puis je te dirais, Marie-Pierre, que au niveau de la spiritualité, c'est sûr que là, on aurait pu vous parler 4 jours de temps, on s'entend, là. Donc, on n'a pas abordé, mais c'est quelque chose qui me rejoint vraiment, d'être capable d'être suffisamment humble pour dire à la personne, hey, c'est une bonne question, je ne l'ai pas encore, mais de se permettre, puis d'être vulnérable, on le voit toujours négatif, mais c'est une force d'être vulnérable. C'est une condition humaine aussi de l'être. Donc, dans la formation, c'est vrai que probablement qu'on ne va pas assez loin dans d'inculquer ça, puis tu sais, parce que souvent, puis tu as raison, ça va limiter les gens d'intervenir ou de poser des questions parce que tu sais pas que tu veux pas ouvrir une porte de Pandore, mais la personne, ou que la personne commence à te dire quelque chose, tu n'as pas le temps, mais c'est important que ce que vous venez de me dire là, je vais le noter, je reviens avec vous. Tu sais, je vais. Donc, de s'assurer, quand on dit écouter, c'est pas écouter juste ce qu'on veut entendre, là, mais d'écouter le vécu de la personne. C'est pour ça qu'on est là, hein, en fait. Merci J'ai beaucoup. l'impression que je vais me faire dire arrête de parler, Diane. Ouais. Désolé, c'est tout le temps qu'on a pour les questions. Je Oui, redonne c'est la ça. parole à Marie-Dominique. Merci. Michel, Diane, je voulais vous dire un immense merci pour votre présence aujourd'hui. C'est important parce qu'on a besoin de compassion, nous, on a besoin de compassion vers les autres, mais de savoir qu'il y a des gens qui se préoccupent de la compassion en général, c'est important pour notre système de santé, puis pour la vie en général. Je veux aussi signaler à tout le monde que pour ceux que c'était la première fois, que vous pouvez aussi assister à nos autres rencontres qui ont lieu tous les mois. Mais je vous dis ça, mais c'est pas vrai parce que le mois prochain, il n'y aura pas de webinaire parce que le 11 avril, il y a le grand forum provincial sur le partenariat patient au Québec qui va avoir lieu 3 fois en même temps. Donc, Montréal, Québec, puis une formule hybride. Fait que comme le webinaire tombait le lundi suivant, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur ce qu'on était capable de faire logiquement et non sur se fabriquer des licornes. Donc, on va se revoir au mois de mai. Dans quelques jours, les informations pour le mois de mai vont arriver. Je vous remercie encore d'avoir été là. Je vous souhaite un bon printemps dans deux dodos. Puis on se revoit probablement le mois prochain. Merci encore. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.